Et je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Je crois que c'est Delphine et Armelle qui sont les deux premières chairs. Merci à tous. Donc moi je voulais quand même remercier, puisque nous sommes les premières à prendre la parole après les présentations, donc les présidents du groupe passés et présents, puisque c'est important pour toutes les générations. Et tu le dis justement, effectivement, le groupe est diversifié, mais il y en a des plus jeunes et on n'avait pas, enfin moi j'avais pas en tout cas la notion de cette historique, et c'est important pour nous de connaître aussi tout ça et de l'avoir en tête. Et encore merci pour le travail accompli et puis de nous permettre d'être aujourd'hui ici ensemble pour discuter. Et c'est vrai que ça nous encourage donc à sauter dans la suite des présentations scientifiques. Nous allons commencer avec le cancer du rein et de la vessie, l'optimisation thérapeutique, comme l'annonçait Karim. On ne va pas laisser trop filer le temps, on va peut-être essayer de le rattraper un tout petit peu, mais en tout cas, on gardera de la place pour les discussions, c'est sûr. Et on commence avec Yves Allori sur la stratégie thérapeutique et son adaptation en fonction de la maladie résiduelle. Merci. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Merci aussi de faire la place à d'autres spécialités. Je voudrais dire tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années et comment j'essaye après d'en profiter dans les EPU pour les pathologistes, de donner du sens en fait aux maladies qu'on diagnostique. Voilà. Alors, bon, c'est une question le libellé, en fait, de ce sujet, adapter les traitements pour maladies résiduelles pour un pathologiste. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte du cancer du rein, du cancer de la vessie, qui sont déjà traités par immunothérapie? C'est quand même un sujet qui n'est pas très facile, vous allez voir, qui m'a surtout soulevé beaucoup de questions. Voilà, j'ai essayé de le relever. Alors, attendez, comment je fais avancer ça? La touche verte, oui. Voilà. Alors, bon, des liens d'intérêt grâce à vous, hein, clairement. Je ne sais pas trop si... Je suis désolé. Voilà. Alors, j'ai essayé un peu de me poser la question. On a le cancer du rein. Je vais parler que du carcinome à cellules claires. Ici sur une biopsie. Pour la vessie, j'ai mis une image d'un ganglion métastatique envahi par une tumeur qui fait des papilles dans le ganglion, qui est une tumeur FGFR3 mutée. Et vous savez tous qu'on a eu ce paysage qui a été révolutionné par l'immunothérapie avec les associations IO-TKI dans le cancer du rein. L'immunothérapie pour la vessie en situation métastatique, soit pour consolider la chimiothérapie, soit en deuxième ligne en immunothérapie, puis maintenant avec la combinaison Ivi-Pimbro. Et donc, en fait... il y a des réponses, parfois des réponses complètes, et puis des maladies résiduelles ou ensuite des progressions. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça? Donc c'est vrai qu'il y a des discussions sur de la surveillance, sur des tumeurs qui ne bougent pas, les problèmes du traitement focaux. Donc toute l'importance clinique en fait de la dynamique aussi de ces tumeurs, est-ce qu'elles récidivent vite ou est-ce que c'est plutôt lent, l'imagerie, le PET scan, et bon, moi j'ai choisi bien sûr de parler que du tissu et du sang. Pour savoir en fait quelle est la meilleure alternative entre ces traitements et quel traitement systémique choisir. Donc la question posée revient un peu à celle-là pour moi aujourd'hui, c'est comment l'analyse des champs tumoraux, alors soit au diagnostic, soit quand on a l'opportunité de les avoir après immunothérapie, ou l'apport de la biopsie liquide plasmatique peuvent nous aider à choisir, ou vous aider à choisir le meilleur traitement systémique après immunothérapie. Donc c'est quand même assez challenging. Pour le cancer du rein, puis le cancer de la vessie. Cancer du rein, j'ai quand même bien gratté, il y a quand même peu ou pas de données. Premièrement, déjà, on prend la situation de départ, les caractéristiques histopathologiques, en dehors du type histologique, de dire que c'est un carcinome à cellules claires, et les signatures moléculaires, en particulier les signatures angiogéniques, les signatures immunomodulatrices, en fait, ne sont pas actuellement utilisées pour le choix des traitements de première ligne. Alors bien sûr, il y en a certaines qui sont en évaluation dans des essais cliniques. On a parlé de Kerwan, il y a tout le programme autour de Bionic et d'autres qui travaillent dessus, mais la réalité, c'est qu'actuellement, en dehors du diagnostic, on n'a pas d'informations utilisables pour décider du traitement en première ligne. Donc, en deuxième ligne, vous imaginez. J'en profite quand même pour redire des choses, des fois très simples, qui sont importantes. C'est que
ça suppose quand même que le diagnostic est bien le bon. Vous savez que les diagnostics carcinomes rénaux en fait, se sont élargis. Et donc, il est quand même important d'être sûr qu'on est dans un carcinome à cellules claires. Donc, le pendant, c'est que tout carcinome du rein non métastatique doit être revu dans le cadre du réseau CARAR, éventuellement discuté dans la RCP CARAR s'il y a lieu. Mais c'est un carcinome à cellules claires, donc soyez exigeants avec vos pathologistes. Je pense qu'on a changé, hein, dans les 12 uropathologies, ou 15, je ne sais plus, qui sont dans CARAR, on fait quasi plus de diagnostic du carcinome à cellules claires sans immunohistochimie. J'aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais je pense qu'il y a un minimum à faire. On peut se faire piéger par des formes. Donc, d'abord, avant de parler de comment adapter en fonction des caractéristiques, soyez sûr du traitement, soyez exigeants sur le fait qu'on est bien dans un carcinome cellulaire clair, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise quand on fera en 3e, 4e ligne du NGS et qu'on s'apercevra que ce n'était pas ça. La deuxième chose, c'est que on a des données d'essais cliniques et de vie réelle pour le choix des traitements. Hein. Alors, donc, j'ai notamment cette revue récente avec vous voyez, des gens assez compétents dans le domaine. Donc une très belle revue, très longue, mais je n'ai pas trouvé de spécification biologique dans cette revue. Donc je pense que c'est un signe qui est qu'en fait, on a les arguments pour les traitements anti-VEGF en fait en deuxième ligne, mais clairement d'un point de vue clinique, mais c'est pas la biologie en tout cas qui argumente. Donc qu'est-ce que je vais raconter? En fait, sur le rein, on peut quand même réfléchir ensemble sur le fait qu'on a des données dynamiques en fait de qu'est-ce qui se passe quand on donne de l'immunothérapie à nos patients, avec notamment ici les travaux du consortium TracerX avec notamment Samra Tourajlik. Et c'est vrai que en fait, on a des circonstances différentes suivant les patients. Et quand on va avoir une maladie résiduelle, c'est important de savoir un petit peu où on est. Alors bien sûr, si ça évolue favorablement, on se dit qu'on est plutôt dans le répondeur que non-répondeur, mais c'est pas si évident que ça de savoir dans la masse résiduelle ce qui se passe. Et bien entendu, vous avez les caricatures, hein, c'est-à-dire quelque chose qui a très bien marché avec des lymphocytes T cytotoxiques qui expriment du granzyme B qui s'attaquent aux cellules tumorales. Et puis à côté de ça, des non-répondeurs avec pas tellement de clones réactifs et pas de réponse. Ce qui est important dans tous ces travaux qui ont été faits grâce à des multiples biopsies dans la tumeur initiale, dans les métastases, éventuellement après progression, éventuellement sur des patients autopsiés, c'est qu'on a plein de time points et donc on a une dynamique. Et clairement, en fait, vous voyez le schéma un peu à l'issue de ces papiers, mais il y en a plusieurs, il y en a beaucoup d'autres. Cette idée qu'on a clairement des patients dans lesquels on a déjà, en fait, dès le début, un clone T réactif par rapport aux cellules tumorales et qui ne demandent qu'à être stimulés par l'immunothérapie pour être expandus et cracher le granzyme B pour tuer nos cellules, versus, en fait, des patients pour qui on a l'impression au départ, c'est mal parti, puisque finalement, on n'a pas cet environnement, on a une diversité clonale des TCR et avec le traitement, eh bien, on aboutit finalement à un remplacement de ces cellules T et finalement à rien qui s'attaque à la tumeur. Et vous voyez nos anticorps anti-PD1 qui s'accrochent aux petits lymphocytes T mais qui ne font absolument rien à la tumeur. Donc en fait, cette idée de deux chemins, bien sûr, c'est bien de le prévoir au début, mais finalement, peut-être que dans la masse résiduelle, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dedans pour adapter la suite du traitement et de savoir quelle est la voie à prendre, c'est quand même quelque chose qu'il faut considérer. Alors, on a aussi des travaux plus récents, plus récemment publiés dans un modèle qui est différent, hein, qui est le modèle néo-adjuvant, mais qui est quand même intéressant pour la compréhension et qui, là, touche un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est l'hétérogénéité tumorale. On a des patients pour lesquels on sait qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'hétérogénéité génomique dans le cancer du rein, qui sont plutôt de bons pronostics. Et à côté de ça, on sait qu'il y en a qui ont une hétérogénéité très importante. Et on s'est aperçu, dans ce travail-là, dans ce modèle néo-adjuvant avec du niveau, eh bien, en fait, il y a un couplage des patients qui sont mal partis parce qu'ils ont une hétérogénéité génomique. Et en fait, cette hétérogénéité génomique, elle est associée à une hétérogénéité du micro-environnement. Et il va y avoir une sorte de crosstalk, en fait, entre la cellule tumorale et ce micro-environnement qui va aboutir à ce qu'en fait, on va convertir un micro-environnement. On avait l'impression qu'il y avait des lymphocytes qui auraient pu être des bons candidats à quelque chose qui va devenir très défavorable avec cet environnement myéloïde et avec une fibrose. Et tout ça lié
en interaction. Alors après, la causalité n'est pas forcément évidente à voir, mais on a des pertes d'hétérozygoside HLA, on a ces pertes associées clairement de CDKN2A, CDKN2B, et globalement une disparition des néo-antigènes qui pourraient stimuler la réponse immunitaire. Donc cette idée qu'il y a des patients qui ne sont pas hétérogènes, qui sont plutôt dans le bon track, et des patients qui sont hétérogènes, à la fois d'un point de vue de la génomique et de la micro-environnement, c'est sans doute aussi quelque chose d'intéressant à considérer parce que après traitement, peut-être qu'on peut aussi les distinguer. Dans ce travail, ils ont dérivé une signature qui est pronostique en fait sur ImmuneScape, et vous voyez en fait que dans cet essai Javelin, quand il l'applique, on est donc c'est la partie droite ici, vous voyez que globalement, dans les deux, qui est la combinaison où il n'y a que le sunitinib, en fait, on est dans le mauvais pronostic. Donc, c'est pas une signature prédictive, mais identifier ces patients, c'est sans doute important. Pour finir, en fait, sur ce contexte d'immunothérapie dans le cancer du rein, on a accès maintenant à des nouvelles technologies, et c'est vrai qu'ici, ils sont intéressés en fait à comparer l'environnement immunitaire dans la tumeur initiale et dans les métastases cérébrales ou extracérébrales. Et globalement, ce qu'on voit sur la ligne du haut, avec tous ces marqueurs qui ont été vus en technique de profiling spatial digital, eh bien, on voit que dans les cellules CD45, dans les cellules les macrophages ou dans les cellules tumorales, globalement, le micro-environnement, vous voyez, est beaucoup plus allumé, beaucoup plus important dans la tumeur primitive que dans la métastase. Donc, on a des différences déjà entre la tumeur primitive et la métastase. Et après, quand on compare en fait entre les métastases cérébrales et les métastases extracrâniennes, eh bien, le micro-environnement est globalement pas significativement différent en termes de tous ces marqueurs qui ont été analysés. Vous voyez qu'il n'y a rien qui sort. Par contre, on a quand même des caractéristiques avec une activation de la voie Gasting dans les métastases extracrâniennes et plutôt les voies anti-apoptotiques au niveau crânien. Et donc, ayons en tête en fait qu'il y a une biologie qui est différente dans ces métastases et qui peut expliquer des réponses dissociées et peut-être qui devrait amener à des traitements au moins combinés pour prendre en compte ces différences. Je voudrais terminer pour le rein sur ces travaux sur les sarcomatoïdes pour deux raisons. On a eu cette idée que les formes sarcomatoïdes du rein étaient plutôt des bons répondeurs à l'immunothérapie. Et en fait, on a la chance en fait, d'avoir ces travaux récents qui consolident en fait, cette idée. C'est-à-dire qu'en regardant en épigénétique, par des approches de ChIP-seq, c'est-à-dire en regardant en fait, les régions qui sont exprimées dans les sarcomatoïdes comparées aux cellules claires non sarcomatoïdes, eh bien, clairement, on voit qu'on allume des voies qui sont liées à l'immunité dans ces tumeurs, de façon beaucoup plus importante que dans les formes dites épithélioïdes ou épithéliales de cellules claires, et puis bien sûr des gènes qui sont des pathways qui sont associés à l'EMT. Et clairement, quand on pousse et quand on regarde un petit peu les facteurs de transcription qui pourraient expliquer ça, eh bien, il y en a un qui apparaît, qui est FOS-L1. Et donc, en fait, ce qui était une notion un peu clinique au début, qui était de dire, tiens, on a l'impression que les sarcomatoïdes répondent, profit des biothérapies, on a des bases en fait, biologiques maintenant pour dire qu'il y a vraiment une biologie particulière sur les sarcomatoïdes qui explique en fait cet intérêt de l'immunothérapie pour ces tumeurs. C'est un très beau modèle parce que dans ce travail, ils ont poussé la curiosité à investiguer le plasma. Et ça, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que dans ce plasma des patients, pourtant la biopsie liquide dans le cancer du rein, ce n'est pas le domaine rêvé, eh bien en fait, on est capable de faire de l'épigénomique sur ce plasma, dans cette équipe, donc c'est des choses un petit peu nouvelles, mais en fait, en faisant du ChIP-seq sur l'ADN tumoral circulant de patients qui ont un cancer du rein à cellules claires, alors on parle d'une dizaine de patients qui ont été étudiés, eh bien, on est capable, premièrement, de voir que l'ADN tumoral, c'est bien de l'ADN de cancer du rein, puisqu'on trouve des motifs de fixation de PAX8, qui est le marqueur du cancer du rein, mais surtout, en comparant en fait, les sarcomatoïdes de ceux qui ne sont pas sarcomatoïdes, eh bien, on voit qu'on retrouve en fait des sites de fixation qui sont typiques des sarcomatoïdes dans ces cas-là, alors que dans les cellules claires classiques, on ne les a pas. Et à l'inverse, une répression de ce qui caractérise des cellules claires, qui est la voie IF2, qui est diminuée dans les sarcomatoïdes et qui est augmentée dans les formes épithéliales. Et donc, en fait, c'est globalement, conceptuellement, je pense que ça ouvre l'idée que le plasma, non seulement c'était un marqueur pronostic, prédictif, etc., mais qu'on arrive à caractériser la biologie de la tumeur à des phases avancées de la maladie,
et que éventuellement, bien sûr, mais si ça paraît un peu compliqué à ce stade, peut-être ça pourra nous guider sur notre patient est dans cette catégorie, dans celle-là, et il vaut mieux pousser dans cette voie-là ou dans cette autre. Alors, sur la vessie, peut-être c'est parce que j'en fais plus au quotidien, donc j'ai pris une autre voie pour traiter la question, et on a quand même des données, puisque par exemple, on a eu cet essai, l'essai TOR, avec la première cohorte, sur des patients qui avaient été traités préalablement par immunothérapie, et on a un bénéfice en survie globale à donner un anti-FGFR, l'adafitinib, par rapport à une chimiothérapie au choix de l'investigateur. Ce n'est pas le cas si on prend des patients qui sont naïfs d'immunothérapie, où il n'y a pas de bénéfice à mettre de l'erdafitinib par rapport à de l'immunothérapie. Donc, on est dans cette situation. Donc là, c'est simple. Hein. Là, le pathologiste, il est à l'aise. Il me dit, voilà, il faut qu'on cherche des mutations ou des fusions. J'en profite. Hein. Donc, la mutation, c'est sur l'ADN. Les fusions, c'est sur l'ARN. Vaut mieux le faire sur métastase quand on l'a. Hein. Ça représente plus la maladie qu'impacte le patient. Sinon, sur la tumeur primaire, dans la composante invasive. Et globalement, on a deux approches. Hein. Il y a des tests à 150 € commerciaux pour les gens qui n'ont pas accès à des plateformes. Ou en fait, des approches NGS qu'on appelle double NGS, où on va regarder l'ADN et l'ARN pour rechercher soit des mutations dans les domaines ici, soit des fusions qui expliquent l'activation de la voie. Deuxième, alors quand même une question, c'est que cet essai TOR, il n'a pas été fait dans le contexte de l'ivipambro, donc à savoir, est-ce que du coup on peut donner de l'erdafitinib après échec de l'ivipambro, ça c'est une question. La deuxième point que je voulais évoquer, c'est justement cette arrivée des ADC, on reviendra dans la journée, bien sûr avec l'enfortumab qui cible la Nectin-4. Peut-être, si c'est approuvé un jour en Europe, les anti-TROP2, et puis tous les développements maintenant qui ciblent HER2 avec différents anticorps, et puis des anticorps nouveaux pour cibler la Nectin-4 qui pourraient avoir des intérêts chez les patients qui sont devenus résistants à l'enfortumab. Et une des questions qui se posent pour le pathologiste et pour les cliniciens, c'est qu'effectivement, on a cette idée qu'on ne fait pas de testing, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas l'expression de la cible parce qu'en fait, elle est exprimée le plus souvent. Là, j'ai mis en fait une figure d'un papier qui est en soumission, qui est une collaboration entre les équipes de Gustave Roussy et de Curie, sur les tissus métastatiques de patients qui ont été inclus dans les essais Moscato, Shiva et Matcher. Et en fait, en ARN, globalement, on n'a pas trop de différence en fait, d'expression, que ce soit de la Nectin-4 ou de TROP2, qu'ils aient été traités ou non par immunothérapie, qu'ils aient une mutation ou pas de FGFR3, des cibles métastatiques. Donc c'est plutôt rassurant. Alors après, à côté de ça, on a des papiers qui disent qu'en immunohistochimie, on a des différences suivant les sous-types. Mais en fait, ce que je disais hier en réunion, c'est qu'on ne sait pas la valeur de ces différences d'immunohistochimie. On ne sait pas si elles sont calibrées pour indiquer ce qui va prédire la réponse en fait à l'ADC. Donc clairement, on a besoin de données de vie réelles en fait pour savoir s'il y a des patients qui ne profiteront pas de ces ADC. Et ça, c'est notre boulot pour le futur. Dernier point, c'est la place en fait on va dire des analyses moléculaires à grande échelle dans les cancers de vessie. C'est ce qu'on fait en RCP moléculaire dans nos centres en fait régulièrement, d'aller chercher des cibles. Et là encore, dans ce travail, eh bien, on voit qu'on en trouve un certain nombre. Vous voyez les alterations avec FGFR3 qui étaient quand même sont un peu surreprésentées dans cette série, les mutations PI3CA, les mutations d'RBB2, des mutations aussi dans les gènes HRD ou des signatures HRD. Donc il y a des pistes. Donc probablement, cette étude en fait des tissus, elle est intéressante aussi pour proposer des traitements dans les lignes avancées quand les patients peuvent en recevoir. Et je terminerai en fait sur la biopsie liquide. C'est un peu le message d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on a eu l'année dernière Lars Dirkop qui nous a présenté en fait ses travaux sur la biopsie liquide. Ils ont publié récemment dans l'European Urology leur technologie où en fait là ils font du whole genome sequencing sur le sang des patients, là plutôt dans un contexte adjuvant. Et ce qui est alors bien sûr, ils retrouvent la valeur pronostique. C'est mieux de ne pas en avoir que d'en avoir et de façon très très différente.
mais surtout, c'est que le whole génome permet de caractériser la tumeur et de retrouver des cibles. Bon, alors là, les explications, les illustrations sont un petit peu banales, puisqu'on retrouve les GFR3 ou des copy numbers, mais cette idée que la biopsie liquide peut aider à caractériser la biologie de la tumeur aux phases avancées, et donc il faut qu'on ait des échantillons de plasma dans nos essais, ça c'est évident. Alors, mes conclusions, je ne sais pas si j'ai gagné du temps, c'est que les différences, en fait, il y a des différences, bien sûr, après immunothérapie entre le cancer du rein et le cancer de la vessie, avec notamment la place de la génomique et des ADC dans le cancer de la vessie. Je pense que, gardons en tête qu'on documente en fait l'hétérogénéité intratumorale, spatiale et temporelle de façon réelle, avec probablement un impact important. Donc, c'est pour adapter les traitements. Je pense qu'il faut avoir le concept en tête. Et bien entendu, mais ça, c'est voilà, on ne se refait pas. Donc, je suis pathologiste. On a besoin de prélèvements dans le contexte des thérapies actuelles, des essais cliniques, que ce soit des biopsies après traitement dans le cadre d'études ou des biopsies liquides. Et vraiment, il y a une expansion, je pense, des potentialités de la biopsie liquide, où on est passé de la valeur pronostique à la caractérisation en fait, de la biologie. Et je pense que c'est une piste importante pour le futur. Voilà. Merci beaucoup. On va accueillir le docteur Gross-Goupil pour nous parler de la réintroduction de l'immunothérapie dans ce contexte. Bonjour à tous, merci de m'avoir confié ce sujet. Alors moi je sais, contrairement à Yves, que je ne vais pas gagner de temps, donc c'est l'avantage, surtout que je viens de découvrir qu'il y avait un compteur. Sujet qui est donc la réintroduction de l'immunothérapie. Je suis restée effectivement un peu comme lui, par contre perplexe sur le sujet, en me disant, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, mes liens d'intérêt, et on enchaîne effectivement sur le plan thérapeutique, que ce soit en plus avec ce challenge de cancer du rein. Donc d'emblée, je vous dis, ce sera que cellules claires, cancer du rein et carcinome urothélial. Donc effectivement, l'immunothérapie s'est clairement imposée à certaines étapes, donc associée ou non à d'autres molécules, et avec deux grands changements qui font que cette question de la réintroduction se pose, qui est l'arrivée d'une indication en situation adjuvante avec le nivolumab ou avec le pembrolizumab. Alors, assez rapidement, quand j'ai commencé à regarder un peu, je me suis dit, réintroduction, qu'est-ce qu'ils veulent que je traite ? Et en fait, en regardant, je me suis dit qu'il y avait effectivement plusieurs indications de reprise de l'immunothérapie. On va distinguer assez rapidement la notion de retraitement. Le retraitement va être plutôt chez un patient pour lequel il y a eu un arrêt, par définition, de la première séquence d'immunothérapie, et puis un temps de délai avant la réintroduction de cette immunothérapie, ce qui va être qui va correspondre plutôt à la situation adjuvante ou bien à la situation d'un patient qui est mis en réponse complète, pour lequel on va arrêter et qui, secondairement, aura malheureusement une rechute et une indication de reprise d'immunothérapie. Donc, à distinguer du rechallenge. Le rechallenge, le patient est encore sous immunothérapie, avec ou non associé à une autre molécule, et quid le plus souvent dans un contexte soit de toxicité, soit de progression de la réintroduction d'une autre molécule d'immunothérapie. On voit assez rapidement qu'il va y avoir plusieurs facteurs effectivement que j'ai évoqués qui vont influencer sur cette situation et sur ce choix, notamment la présentation clinique bien sûr, là où la maladie progresse, si elle progresse, la toxicité, ce temps pendant lequel il y a eu cette période entre guillemets de washout, et puis vous le voyez, ce sera probablement la seule dia que je vous ferai sur le mélanome, parce que j'aurais pu faire mélanome pour le rein, cancer du poumon pour la vessie, mais ça aurait été un peu trop facile, donc je ne suis pas tombée dans cet abîme. Néanmoins, cette publication, je pense, est assez intéressante et pour le coup peut être appliquée à notre sujet de ce matin, qui est qu'effectivement, les études que je vais vous développer sont quelquefois un peu trop par excès décrites comme re-challenge, alors qu'en fait il s'agit plus d'escalade et du fait de réintroduire d'autres molécules associées également à une autre substance entre guillemets. Alors on rentre dans le vif du sujet du cancer du rein avec un petit cocorico pour ces 30 ans du GETUG, avec l'étude RENIVO, étude de petite taille par définition, ça va être l'ensemble des études quasiment que je vais vous présenter. Donc RENIVO posait la question du re-challenge du nivolumab. On est sur 45 patients qui ont donc reçu une première phase, principalement du nivolumab en deuxième ligne, et qui, vous le voyez, pour la moitié ont progressé sous ce nivolumab, avec secondairement un traitement le plus souvent par anti-angiogénique et une reprise, là encore, d'une immunothérapie derrière.
Ce qui ressort de cette étude rapidement, c'est que le taux de réponse est finalement assez faible, donc on est sur du rétrospectif, 16%, un bénéfice clinique qui n'est pas si inintéressant, 47%, mais une durée médiane de réponse qui laisse penser que quand même la vraie vie est ailleurs. Néanmoins, il y a toujours des choses à gratter dans des études, même rétrospectives, même de petite taille, et ce que l'on peut notamment peut-être faire ressortir, et qui va probablement faire partie des discussions ultérieures, c'est que vous le voyez, les critères... La situation de la maladie au moment de l'arrêt de la première ligne fait que l'efficacité de la deuxième ligne semble quand même néanmoins conditionnée, puisque si on prend les patients qui sont progresseurs, c'est ceux à droite du diagramme, globalement, ils vont progresser sous la deuxième ligne, et donc par définition, on se doute bien que ce re-challenge dans cette situation n'a pas d'intérêt. A contrario, sur ceux qui sont en orange et jaune au début, ce sont ceux qui ont été mis soit en réponse complète pour les jaunes, soit en réponse partielle pour les oranges, et on va retrouver, enfin, qui sont en réponse complète, pardon, après la première ligne. Et là, on va pouvoir obtenir 25% de réponse complète et 25% de réponse partielle chez les patients qui sont réexposés à cette immunothérapie. Deuxième point, si on regarde la cause d'arrêt, de façon assez logique, lorsqu'on progresse, on va progresser. Lorsque l'on a une toxicité, c'est là où c'est un petit peu plus subtil, vous le voyez, on a 50% de nos patients qui ont arrêté la première immunothérapie pour toxicité et vont répondre, vont avoir en tout cas une réponse, une stabilisation sous l'immunothérapie de deuxième intention. Et puis, en fonction le dernier carré est celui qui est peut-être le plus parlant, en tout cas sur le plan visuel. Effectivement, le patient qui a progressé sous niveau IPI n'aura pas de réel bénéfice à reprendre une immunothérapie qui était le plus souvent un anti-PD1. Deux autres études qui vont dans le même sens, elles ne sont pas cocorico, donc c'est pour ça que je les ai mis après. On a à peu près le même type de patients, 63-45. Les taux de réponse sont quand même assez proches, ce qui laisse penser qu'on a une vraie fiabilité néanmoins de ces études, avec 23 et 20%, et puis une durée médiane de traitement que vous voyez de 7 et 5 mois. Peut-être plus intéressant, c'est la notion de ce bénéfice-risque. On voit toujours à chaque fois que l'efficacité dans cette situation-là. La toxicité de ce re-challenge n'est pas négligeable, vous le voyez. On a quand même une reprise des effets, enfin une incidence des effets secondaires qui concerne 26% des patients, donc qui reste quand même, c'est pas parce que le patient a eu une première ligne que la deuxième va se passer forcément facilement. Le fameux schéma qui aurait été facile de vous sortir du re-challenge, avec une subtilité qui est que finalement les trois études dont on a le plus parlé en violette, Omnivore, Titan et HCRN, sont des études qui ne sont pas forcément des études à proprement parler de re-challenge, puisqu'en fait on est sur une escalade, les patients sont sous niveau, on va venir essayer de gagner en boostant par l'introduction du nivolumab chez les patients qui sont entre guillemets en réponse décevante ou stable. Et donc vous le voyez, le fait de booster par cet ipilimumab ne permet de gagner un taux de réponse que de l'ordre de 3,5 à 13% en fonction de l'étude. Donc clairement, si on met l'IPI, a priori, c'est plutôt au départ, mais ce n'est pas vraiment du re-challenge. Néanmoins, elle ressort régulièrement dans les discussions, donc je ne pouvais pas ne pas mettre ces trois études. Fraction est un peu différente, on est plus cette fois-ci dans une vraie... question, puisqu'on va introduire une combinaison avec nivolumab, ipilimumab chez des patients préexposés. Vous le voyez, là encore, le taux de réponse n'est pas spectaculaire, 17%. J'ai mis en le point qui peut-être est un élément néanmoins intéressant à souligner, qui est la durée médiane de réponse chez ces patients, qui a été de 16,4 mois. Pas de réponse complète, donc on n'a pas l'impression que ça fasse bien. Autre donnée prospective, parce que c'est toujours intéressant quand même d'essayer, la question du vrai pur re-challenge en situation prospective d'étude est quand même difficile. Et vous le voyez, on avait une phase 2 qui était programmée, qui a été arrêtée assez rapidement, puisque dire aux patients, voilà, on va vous reprendre le même traitement secondairement, c'est pas si simple. Donc on en arrête là. Alors une autre question, une autre étude prospective, elle cette fois-ci de belle taille, puisqu'on est à 146 patients, c'est l'étude de la Keynote 146, on s'intéresse aux patients qui ont été pré-traités, aucun en situation adjuvante, ils étaient en situation métastatique par une immunothérapie, le plus souvent un anti-PD1 ou un anti-PDL1. Donc cette étude posait la question, on est là encore plutôt dans une escalade, on prend du nivolumab, mais on va y associer le lenvatinib. Et donc on a 65% de taux de réponse, c'est pas du niveau d'ailleurs, 65% de taux de réponse et une survie sans progression médiane de 12,2 mois. Donc il semble passer quelque chose. On peut néanmoins s'intéresser sur le fait que ce soit le lenvatinib qui soit à l'origine de cette réponse assez spectaculaire. Méta-analyse, quand on ne sait pas qu'on a des petites études, on met tout dans un même pot, on mélange. Ce qui ressort, c'est que les études qui ne sont pas terribles, vous les voyez, elles restent pas terribles et elles sont majoritaires. Celle qui, par définition, semble montrer quelque chose, c'est la fameuse étude de Lee avec la keynote que je viens de vous présenter.
2 grandes belles études, entre guillemets, de phase 3, vraies belles études de rechallenge, puisque cette fois-ci, on est vraiment chez des patients qui progressent sous immunothérapie et pour lesquels on va randomiser entre reprise de l'immunothérapie plus qu'un agent, donc le cabozantinib pour contact versus le cabozantinib seul. L'étude T-Niveau n'est pas sortie, donc je ne vous en parlerai pas. Pour contact, on voit assez rapidement qu'effectivement, les patients étaient préexposés plutôt par niveau IPI. Et sur cette étude, les chiffres les courbes parlent d'elles-mêmes. Aucun bénéfice à remettre de la tezolizumab chez des patients qui progressent sous immunothérapie. On fait aussi bien avec l'anti-angiogénique seul. Quid des données en adjuvant? En adjuvant, on a pour l'instant assez peu de données. Je vous ai mis ici les premières qui sont sorties dans le cadre d'un poster présenté à l'ASCO avec la même équipe que celle qui vous a présenté. Ce qui ressort, c'est une notion un peu particulière de cut-off, puisque vous le voyez, la distinction a été faite chez les patients qui progressaient dans les 3 mois avant la fin de l'immunothérapie ou inversement au-delà des 3 mois après la fin de l'immunothérapie adjuvante. Ce qui ressort, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire grand-chose, si ce n'est qu'on voit qu'on a globalement des efficacités des traitements ultérieurs. Et puis, sur la base de ces données et des réflexions, a été proposé un algorithme que l'on sera peut-être amené à discuter sur cette fameuse notion de rechallenge. Effectivement, chez une maladie réfractaire, ça ne semble pas logique à l'heure actuelle, avec les données que l'on a, de pouvoir de réexposer le patient à l'immunothérapie. En contrepartie, il semble logique de l'évaluer pour les rechutes précoces et rechutes tardives. Et puis, je fais un petit peu de pub au passage. SPICY est une question d'arrêt de traitement. Qui dit arrêt dit que malheureusement, certains patients vont progresser et qu'on va pouvoir avoir aussi des données sur l'efficacité à ce moment-là de la réintroduction et non pas du rechallenge. Avec une autre étude que vous voyez en dessous qui pose la question là aussi de réintroduire, d'arrêter le nivolumab chez les patients qui répondent de 10%, qui ont une réponse supérieure à 10%, et puis de le réintroduire à progression. Malheureusement, on est sur des petits nombres et on n'ira pas forcément très très loin. Toxicité, on l'a vu, les patients qui ont arrêté l'immunothérapie pour toxicité ont peut-être un bénéfice plus grand à reprendre l'immunothérapie. Et donc, on a cette étude. Cette fois-ci, on est toutes tumeurs confondues. Donc, j'introduis petit à petit la vessie. Et ce qui ressort en contrepartie, c'est que vous voyez, on a là encore une incidence de toxicité grade de 3 qui font que la situation est quand même difficile à évaluer dans ce rapport bénéfice-risque. Carcinome urothéliaux toujours, là encore, je reprends sur les études rétrospectives en première intention. Vous le voyez, on arrive à un taux de réponse de l'ordre de 16%. Est-ce que ça suffira pour que tous les patients soient exposés? Sans doute pas. Et puis, on a ces données, cette fois prospectives, mais qui sont des analyses de sous-groupes, des études de Keynote 045 et 052, avec le pembrolizumab, avec des phases de pause et des phases de réintroduction. Cette fois, on voit qu'il se passe quelque chose, et effectivement, on est plus sur cette réintroduction que du rechallenge, puisqu'on arrive à avoir des taux de réponse de l'ordre de 45 à 50%, avec 10% de réponse complète. Même problématique pour la vessie que pour le rein. Les études de traitement intermittent, au final, n'ont pas permis d'inclure et on n'aura pas ces réponses de façon propre, entre guillemets, sur des études prospectives. Les pistes interventionnelles, c'est le fait de pouvoir modifier le milieu, entre guillemets, et le système, ce qui se passe en termes de réaction immunitaire et pouvoir rebooster en quelque sorte le système immunitaire en parallèle de réintroduire l'immunothérapie. Dans ces logiques-là, il faut quelque chose qui vienne intervenir. Ça peut être la radiothérapie. C'est un des principes de l'étude STORM avec l'effet de la radiothérapie sur les sites oligoprogresseurs tout en poursuivant le traitement systémique. Et peut-être que cette radiothérapie, on ne va pas chercher l'effet abscopal, même si c'est le Graal absolu, mais qu'on n'en voit pas souvent. Mais néanmoins, on va pouvoir peut-être avoir un reboost de notre système d'immunothérapie. Et puis, d'autres agents sont également évalués. Vous le voyez, on a des études qui évaluent un inhibiteur tyrosine kinase qui intervient sur l'immunomodulation. On a également un inhibiteur de HDAC. Et bon, on va avoir ces données de phase 2 qui sont en cours pour pouvoir... là, pour le coup, réellement aussi voir cet effet de rechallenge. Donc, en conclusion, comme vous l'avez vu, peu de données, beaucoup de rétrospectives qui laissent penser qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe si on sélectionne le patient. Par définition, actuellement, la sélection va être essentiellement clinique en fonction de la réponse, en fonction de la toxicité. On attend bien sûr des biomarqueurs et, comme Yves l'a dit, ça va probablement nous aider à répondre à cette question-là.
Si on doit refaire, c'est plutôt chez des patients qui ont été mis en réponse complète avec un délai important ou qui ont fait une tox et qui ont répondu de façon prolongée pour pouvoir avoir cette notion de retraitement davantage que de re-challenge. On n'a qu'une étude de phase 3 sur la re-challenge qui, elle, est négative. Donc clairement, continuer une immunothérapie derrière une immunothérapie chez un patient progresseur n'a pas de sens. Il faut qu'on collecte probablement nos données des patients qui commencent les traitements adjuvants depuis décembre pour le rein et maintenant plus d'1 an pour la vessie. Et merci. Pari tenu sur le timing en tout cas. Donc on a dit qu'on réservait les questions pour la fin. Donc on va passer à la 3e présentation sur les critères de jugement et utilisation des surrogates dans les essais cliniques avec David Perrol. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ces journées d'enseignement et de recherche du GETUD. Merci pour l'invitation. C'était également en plaisir d'entendre Jean-Pierre Droz tout à l'heure, qui a contribué à ma formation en recherche clinique quand j'ai été jeune interne et assistant. Donc, j'ai été jeune également, Armelle, je te vois dubitatif, j'avais même quelques cheveux à l'époque. Et j'étais également sensible à ce qu'il a dit sur le travail d'Aude Fléchon, avec qui donc, on travaille au quotidien au Centre Léon Bérard et qui notre leader d'inclusion dans les essais cliniques, toutes pathologies confondues et en modèle de rigueur pour les essais. Et j'étais très, très sensible à ce petit mot. Alors, je dois vous parler aujourd'hui donc des critères de jugement et critères de substitution dans les essais cliniques. Et je me suis concentré donc sur les cancers de la vessie et du rein. Et alors ça c'est mes liens d'intérêt, pour introduire le sujet, vous le savez, il existe, et alors peut-être on va commencer par les stades avancés parce que c'est plus simple, de multiples critères de jugement en fonction du stade donc, et de l'événement considéré. Pour les stades avancés, nous avons bien sûr la survie globale, avec le décès comme événement d'intérêt, et puis ensuite la progression, la survie sans progression, et la qualité de vie et la prise en compte des symptômes. Et sur cette frise, on voit la succession de ces critères, avec 2 critères majeurs quand même d'emblée pour les autorités de santé, que sont la qualité de vie des patients et la survie globale, et les autres n'étant bien sûr que des critères de substitution dont on va essayer d'évaluer la pertinence. Et c'est la même chose pour les stades plus précoces, avec de manière plus complexe, encore plus de critères, puisqu'on a la réponse complète pathologie au stade pour néoadjuvant, l'ADFS, le taux de réponse, le taux de contrôle de la maladie, et encore de la même façon la qualité de vie. Et sur cette frise, à nouveau, on peut représenter la succession de ces différents critères de jugement ici en situation précoce. Alors, on a également différentes méthodes d'évaluation radiologique, ce qui va compliquer un petit peu le tableau. Le RECIST, bien sûr, qui est notre référence habituelle, mais le IRECIST également, qui est arrivé plus récemment pour l'immunothérapie, un critère plus complexe, jamais également bien compris les subtilités du IRECIST, mais qui peut néanmoins donner des choses intéressantes pour les traitements en immunothérapie. Et puis le fait que pour certains critères, la survie sans progression notamment, on a souvent des évaluations de panel investigateurs versus des revues centralisées. En pratique, ça ne change d'ailleurs rien dans l'évaluation des hazard ratios qui sont les mêmes. Il y avait 2 méta-analyses de la FDA qui l'ont confirmé avec une très bonne corrélation entre revues centralisées évaluation investigateur, simplement c'est le nombre d'événements bien sûr qui diffère et donc la signification statistique des résultats. Alors la survie globale est-elle toujours le gold standard? Alors vous savez bien sûr comment elle mesure la survie globale, c'est le temps de survie mesuré après le début du traitement et qui prend en compte le décès quelle qu'en soit la cause. C'est donc une mesure non ambiguë, très facilement reproductible et qui est reliée en bénéfice non contestable pour les cliniciens et pour les patients, dans le sens que les études montrent que les patients sont prêts à se voir donner des traitements relativement toxiques pour des petits bénéfices de survie globale. Et donc, idéalement, le but de tout traitement en oncologie devrait être d'augmenter la survie et en parallèle augmenter la qualité de vie, c'est-à-dire vivre plus longtemps et vivre mieux.
Alors, certains, et notamment quand on est promoteur d'études, on se voit confronté peut-être en critères non évaluables parce que, de manière des limites inhérentes à sa construction, on est immédiatement confronté avec des tailles d'échantillons importantes quand on choisit ce critère comme critère de jugement principal, parce qu'on a une longueur de suivi nécessairement élevée, parce qu'on va évaluer des médianes de survie élevées, et puis parce que les tailles d'effet traitement recherchées sont plus faibles que, par exemple, pour la survie sans progression. Donc, pour un promoteur industriel et même académique, c'est un choix stratégique de se lancer avec la survie globale comme critère de jugement principal, et ça nécessite un volume d'investissement logistique, financier, nombre de patients nécessairement élevé. Le deuxième petit défaut de la survie globale, c'est que, à la progression de la maladie, on a très souvent en switch ou en crossover, hein, c'est-à-dire que les patients du bras contrôle vont se voir attribuer soit le même traitement que les patients du bras expérimentaux, soit en traitement de la même classe thérapeutique, et on va être confronté à l'évaluation finalement du même traitement, mais donné de manière immédiate ou différée. Alors, néanmoins, pour essayer de prendre en compte ce biais, il y a des nouvelles méthodes qui sont développées avec des noms assez rébarbatifs, comme vous voyez ici, pour évaluer et prendre en compte, mitiger l'impact des crossovers par rapport à des approches d'analyse naïves, entre guillemets, que vous connaissez bien, notamment l'analyse en intention de traiter. Et ça permet de donner des valeurs du hazard ratio corrigées, et on le trouve de plus en plus souvent, notamment dans les essais industriels en tant qu'analyse de sensibilité, et c'est donné aux autorités régulatrices pour réassurer, donner un niveau de réassurance en cas de taux de crossover important. Alors, bien sûr, devant ces limites, des critères de substitution ont été définis et on aimerait bien avoir recours autant que possible à ces critères. Alors, comment les définir et est-ce qu'ils sont valides? Alors, vous le savez, l'idée d'un critère de substitution, c'est de dire que ce critère va capturer complètement l'effet du traitement sur le critère final, ici par exemple donc, la survie globale. Donc cette notion de capturer se traduit en disant si on ajustait l'analyse de survie globale sur le critère de substitution, la survie sans progression, eh bien le bénéfice sur la survie globale disparaîtrait parce que le critère de substitution capturerait complètement cet effet du traitement. Et vous le savez aussi, valider en critère de substitution, depuis les travaux qui sont imposés de Marc Buise, c'est montrer à deux niveaux, donner une démonstration méthodologique à deux niveaux. Le premier niveau est au niveau individuel, montrer qu'il existe une relation forte avec le critère final. Ça, c'est facile à montrer, il suffit d'un essai clinique, c'est montrer qu'il y a une association, par exemple, entre la PFS, la survie sans progression, la survie globale. En patient qui a une PFS élevée doit avoir une survie élevée. Et ça, c'est simplement montré, en effet, pronostic statistiquement significatif. Et on y arrive très bien avec la PFS en oncologie dans la plupart des cas. Alors, le deuxième niveau de démonstration, beaucoup plus compliqué à valider, parce que ça nécessite d'abord plusieurs essais, donc de réaliser une approche méta-analytique, c'est montrer qu'il existe une corrélation entre la mesure de l'effet du traitement, c'est-à-dire le hazard ratio sur la survie sans progression, et la mesure de l'effet du traitement sur la survie globale, donc le hazard ratio sur survie globale. Donc un traitement qui augmente la PFS doit aussi améliorer la survie. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à montrer. Alors, si on prend comme exemple la survie sans progression, qui est un critère de substitution qui s'est largement imposé au fil des années. Vous avez, pour les essais cliniques financés par l'industrie, vous avez au fil des années sur la courbe l'augmentation de l'utilisation de ce critère aux dépens de la survie globale en tant que critère principal. Eh bien sûr, il y a un bénéfice clinique important pour les patients. C'est assez important de pouvoir donner un niveau de réassurance en pratique aux patients montrant qu'il n'y a pas de progression. Et puis, pour un promoteur, bien sûr, des avantages logistiques et économiques, parce qu'on
arrive bien plus vite à montrer une démonstration sur ce critère. Donc, en termes de modèle d'accès à l'innovation, dans une démarche pragmatique, on arrive plus vite à accéder au marché avec un gain moyen, ça a été montré, d'environ 1 an. Donc, un intérêt commun pour les patients, de plus vite avoir sur le marché des traitements innovants, pour les chercheurs et bien sûr pour les promoteurs, notamment industriels. Le problème, c'est que le paradigme sur lequel se base la survie sans progression, c'est-à-dire en fait la non-progression devrait se traduire par une augmentation de la survie et une augmentation de la qualité de vie, eh bien, est non vérifié. Et ça, pas seulement pour les cancers du rein et de la vessie, hein, mais pour de nombreuses situations d'oncologie. D'abord parce que c'est une mesure complexe, hein, qui nécessite alors, des problèmes d'incertitude de la mesure, hein, bien sûr, plus difficile à établir que la survenue d'un décès, des problèmes méthodologiques qu'on appelle censure informative, c'est-à-dire que souvent on peut avoir dans le bras expérimental une non-mesure de la progression du fait de toxicité précoce qui biaise un petit peu l'analyse. Et sur cet exemple, vous voyez qu'on a, dans des essais, en l'occurrence ici sur le cancer du rein, on n'a pas forcément de traduction d'un bénéfice en survie sans progression sur un critère définitif comme la survie globale. Au point que certains auteurs, dont Yad Tannock, dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre Droz dans son allocution, disent eh bien la survie sans progression ne devrait pas être utilisée comme critère de jugement pour l'enregistrement de drogues en oncologie. Alors, on peut considérer qu'Yad Tannock est un peu extrémiste, néanmoins, ces travaux sont très solides hein, sur le plan méthodologique et je partage, à titre personnel, un certain nombre de ces conclusions. Quelle est la position de l'autorité de santé et celle qui, la FDA, c'est l'autorité de santé prédominante, les autres, on va dire, vont un petit peu suivre. Eh bien, en 92, il y a eu un accès à l'enregistrement, à l'approval, à partir d'une démonstration d'efficacité en utilisant un critère de substitution. Hein. Et donc, vous avez ici, si vous allez sur le site de la FDA, eh bien, le fait que la disease-free survival en situation donc, adjuvante pour le cancer du rein et la progression, la survie sans progression et le taux de réponse sont des critères valides pour le cancer du rein ici et le cancer de la vessie en tant que critères de substitution. Alors, cependant, si on regarde les 194 autorisations délivrées à partir d'un critère de substitution dans les années 92-2020, on voit que ce critère est en général faiblement corrélé avec la survie globale ou la qualité de vie, hein, avec une faible sans corrélation documentée pour 61% des traitements approuvés par la FDA et sans confirmation du bénéfice en post-AMM en termes de survie globale. Et il y a une autre analyse qui a étudié 15 études de validation de critères de substitution et qui concluait, comme vous le voyez, à dire que la grande majorité des analyses sur les critères de substitution ne trouvaient pas de forte corrélation, ce qui pouvait interroger sur l'utilisation de ces endpoints dans les essais cliniques. Alors, quid des cancers de la vessie et du rein ? Pour aller un peu plus en détail, dans le cancer de la vessie, si je reprends une approche méta-analytique, hein, qui est l'approche la plus solide, eh bien, il y a un travail principal qui reprenait 62 comparaisons menées dans 59 essais en 2007 et 2020, et avec, vous voyez, des caractéristiques médianes de suivi, taux de crossover, taux d'essais avec des immune checkpoint inhibiteurs. Et c'est intéressant parce que ces essais rapportaient à la fois, bien sûr, des résultats de survie globale et de PFS ou de taux de réponse objective et de survie globale. Alors ça se présente comme ça, on essaye de faire des corrélations entre les hazard ratios, hein, le bénéfice d'effet de traitement sur la survie globale en ordonnée et ici en abscisse le hazard ratio pour la survie sans progression. Et on vous donne des critères, des métriques qui sont le R2 et le STE, on va voir à quoi ça correspond. Et globalement, avoir en R2 de 60%, ça veut dire que 60%, on va dire seulement, de la variabilité de l'effet de traitement, c'est-à-dire de la différence sur la survie globale, peut être expliquée par la survie sans progression, avec des petites différences un peu plus élevées dans des situations peut-être plus favorables pour cette corrélation, c'est-à-dire une fois qu'on a éliminé les crossovers, hors immunothérapie, hors traitement de première ligne. Alors, classiquement, au niveau consensus international, il faut
en R2 supérieur à 0,70 pour conclure à un niveau d'association élevé. Donc, association, on va dire, modérée pour le cancer de la vessie. De manière plus intéressante, sur un plan pratique, il y a un autre indicateur qui est le STE, qui traduit en seuil, à partir duquel, en seuil de PFS, de hazard ratio de PFS, à partir duquel on pourrait être associé en bénéfice statistiquement significatif sur la survie globale. Et ici, il faut quand même un hazard ratio de PFS inférieur à 0,40 pour conclure en bénéfice statistiquement significatif sur la survie globale. Donc, il faut quand même être très bon sur la survie sans progression. Si je fais le parallèle avec le cancer de la prostate, où on a des meilleurs critères de substitution, la progression radiologique ou le clinique PFS, on a des STE de l'ordre de 0,80. Donc, pour la vessie, on n'est pas très bon. Alors, si on regarde pour le taux de réponse, cette fois-ci, on retrouve des corrélations, des associations encore plus faibles pour le cancer de la vessie entre la réponse objective et la survie globale. Alors, ça n'empêche pas que la survie globale reste un critère principal de choix en situation avancée pour les cancers de la vessie. Voici une revue récente d'essais de phase 3 sur des patients éligibles au cisplatine. Et vous voyez que l'OS s'impose quand même comme critère de jugement principal. Et là, vous avez deux critères de jugement, survie globale et survie sans progression. Des critères concomitants, des critères double critère de jugement, dual endpoint. Et alors, l'idée, c'est que, en fait, peut-être pour les promoteurs industriels académiques, on devrait pousser cette idée, c'est-à-dire d'avoir deux critères systématiquement affichés comme critère principal, pas un critère principal qui est la survie sans progression et en vague critère secondaire clé qui serait la survie globale, mais deux co-critères principaux et avec deux hypothèses indépendantes. Ça montre aux autorités qu'on affiche la survie globale d'emblée comme un critère majeur. Alors, on a, vous savez, le fameux risque alpha à 5% pour les autorités de santé qu'on ne doit pas dépasser, le risque de faux positifs quand on mène un essai clinique. Eh bien, l'idée, c'est qu'on repartit de manière, alors là, ici, équilibrer le risque au départ entre les deux critères de jugement. Et puis, si la PFS, premier critère évalué, est positive, eh bien, c'est bien parce que l'essai sera positif et on pourrait évaluer le bénéfice du traitement dans une autre dimension du bénéfice thérapeutique, la survie globale, en recyclant le risque alpha, ce qui permet d'avoir un seuil alpha plus élevé, donc plus facile à atteindre pour la survie globale. Donc une démonstration du bénéfice en OS en plus de la PFS. Et puis après, ce qui est intéressant, parce que ce seuil de 5%, on peut tester avec un bon contrôle du risque alpha, un autre critère de jugement important pour les autorités de santé, comme ici la qualité de vie, ce qui est relativement peu fait malheureusement dans les essais cliniques, notamment industriels. Et je pense qu'on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes dans ce domaine. Et puis si la PFS est négative, c'est pas grave, on peut toujours tester la survie globale, une sorte de plan B pour voir l'activité du traitement, bien sûr avec cette fois-ci en seuil alpha de référence un peu plus bas. Alors, en situation néoadjuvante pour le cancer de la vessie, le taux de réponse pathologique et la survie sans maladie, la DFS, c'est sûr que ça a une signification clinique et pronostique forte. C'est de toute façon, quand on est en situation néoadjuvante ou adjuvante, c'est encore plus compliqué d'attendre la survie globale pour pouvoir conclure. Mais néanmoins, on n'a pas de données robustes méta-analytiques pour évaluer la corrélation avec la survie globale. Il y avait eu un article sur la notion de downstaging tumoral, c'est-à-dire en PTNM inférieur au TNM clinique, qui avait été publié il y a quelques années, mais qui finalement démontrait juste que le fait d'avoir une chimiothérapie néoadjuvante entraînait un taux de downstaging importante pour la tumeur primaire, donc une moindre dissémination micrométastatique, donc une augmentation de la survie globale, mais c'est purement un effet pronostic, ce n'est pas une démonstration valide d'un critère de substitution. Néanmoins, la PCR et donc la survie sans maladie ou sans événement sont largement utilisés comme critères principaux en situation néoadjuvante ou adjuvante dans les cancers de la vessie. Comme le montre, par exemple, en des essais qui notent avec le nivolumab versus placebo, donc dans les cancers de la vessie, qui, bien sûr, sur un critère intermédiaire, avant même qu'on ait des données de survie globale, sur la disease-free survival, permet d'avoir l'approval de l'AUD.
Pour le cancer du rein, on a encore moins de données robustes pour évaluer. Alors, si je reprends, maintenant je commence par la situation adjuvante, la corrélation entre la survie sans maladie, la survie sans événement et la survie globale, hein, comme vous voyez ici sur les essais récents. Il y a eu une méta-analyse au niveau métastatique cette fois-ci qui avait été publiée néanmoins et qui montrait là encore en faible niveau de corrélation, vous voyez des valeurs faibles de R2 entre PFS et survie globale, en disant on était de thérapie ciblée, puisqu'il se concentrait à la fois sur la thérapie ciblée et l'immunothérapie, nécessiterait une différence de PFS de 4 mois avec le bras contrôle pour prédire un bénéfice statistique significatif en survie globale. Et en immunothérapie, il y avait tellement peu de corrélation que le modèle ne convergeait même pas. Et c'est une autre étude qui vous montre ici, vous avez des gros losanges, plus ils sont élevés, plus il y a eu de décès pris en compte dans l'étude de la corrélation entre survie globale et survie sans progression. Et vous l'avez, la dernière ligne, le cancer du rein, c'est des tout petits losanges, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de gros essais, de grosses études pour affirmer cela. Et en plus, on a plutôt du rouge et du jaune plutôt que du vert, ce qui traduit en faible niveau de corrélation. Une parenthèse sur l'immunothérapie, c'est une méta-analyse qui a été réalisée pour voir s'il y avait une différence dans les toutes tumeurs solides en immunothérapie sur cette corrélation entre les critères de survie globale et les critères de substitution. On retrouve des très faibles niveaux de corrélation, respectivement pour le taux de réponse objective, le contrôle de la maladie et la survie sans progression, même si on a des niveaux plus élevés, si on reprend uniquement les études traitant du cancer de la vessie. Et si on se base sur un critère qui a été récemment promu par certains auteurs, une corrélation forte, ce qui est assez évident en fait, de la survie globale avec le taux de survie en an. C'est-à-dire que si on a un beau taux de survie en an, on aurait une bonne survie globale. Bon, c'est pas très génial en termes de démonstration. En synthèse et en conclusion, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps, la survie globale demeure le gold standard dans les cancers de la vessie et du rein, et pour les autorités, et notamment la FDA, c'est le cas. L'utilisation de critères de substitution pour démontrer le bénéfice clinique d'un nouveau traitement devrait s'appuyer sur une justification de l'utilisation du critère. Pourquoi on prend la survie sans progression et non pas, par exemple, en co-critère de jugement comme la survie globale. Il y a une large incertitude donc entre les critères de substitution dans les cancers de la vessie et du rein, avec une corrélation, on l'a vu, au mieux modérée avec la survie globale, mais avec l'utilité néanmoins clinique et valeur pronostique des critères de substitution en néo-adjuvant et en adjuvant. Et cette situation peut accroître le niveau d'incertitude bien sûr, pour les agences et les décideurs et payeurs. Et maintenant, quand on monte des essais cliniques, on a plutôt tendance à proposer des co-critères de jugement, c'est-à-dire qui positionnent la survie globale comme un critère majeur, pas comme critère secondaire clé, non, en critère majeur, comme le critère de substitution qu'on affiche à côté. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut retenir de ces 3 présentations qu'il faut être exigeant avec les pathologistes, exigeant avec les données qu'on a de nos patients et comment on les collecte. Et ça a montré aussi toute la richesse de notre recherche académique pour faire avancer ces questions. Et effectivement, le problème des critères de jugement, ça se pose de plus en plus avec plein d'innovations qui arrivent et donc des questions qu'on se pose finalement presque tous les ans avec le périopératoire et comment apporter plus rapidement à nos patients ces innovations. Je pense qu'on a le temps quand même pour quelques questions. Les statistiques ont mis tout le monde... Il n'y a pas de questions à distance, je ne sais pas si... Johan. Une question pour David Perrol. On utilise de plus en plus, en tout cas dans les essais cliniques, l'ADN tumoral circulant en situation adjuvante pour essayer d'identifier les patients qui sont plus à risque de développer une rechute. Est-ce qu'à moyen terme, ça rajoutera, si on veut l'utiliser comme critère de substitution, il y a une complexité supérieure par rapport à ce que vous avez montré pour l'utiliser dans le futur comme critère
de substitution? Non, si on a en niveau d'abord une physiopathologique et des essais, des études qui montrent l'intérêt de ce critère, sur le plan méthodologique, il faudra démontrer la validité de ce critère avec les mêmes métriques que j'ai montrées. Ce qui nécessite de faire des études en positionnant ce critère, peut-être d'abord comme critère secondaire ou exploratoire, systématiquement dans les études, par rapport à afficher en parallèle en critère déjà validé, et puis faire ces études de corrélation. Du moment où on a le critère, même s'il est secondaire, du moment où il est enregistré, on peut faire ces études. Et une fois qu'on leur a prouvé qu'on a quand même des niveaux de corrélation peut-être intéressants, eh bien, ça sera un argument de réassurance pour les autorités pour s'en saisir comme critère d'approval dans le futur. Mais la démarche sur le plan méthodologique, elle devrait être la même. Mais bien sûr, il faut l'utiliser si on pense que c'est un critère intéressant pour les chercheurs. Il faut l'afficher dans le protocole, l'enregistrer prospectivement, même comme critère secondaire exploratoire pour mener ces études derrière. Pas forcément des dizaines. On peut, quand vous avez même une dizaine, ça suffit déjà à quelques essais, une méta-analyse. Il faut que ça soit n supérieur à 1. Mais donc on a 2, 3, 4, 5, 6. On peut faire des travaux préliminaires. Et c'est déjà beaucoup, c'est mieux que rien. Donc bien sûr, ça a du sens. Une question, M. Perrol aussi. On voit que les autorités sont demandeuses d'évaluation de la qualité de vie et des proms. Cependant, quand on regarde les études et la qualité de vie et les résultats de ces études de qualité de vie, elles sont de qualité souvent médiocre, des questionnaires disparates, des durées d'évaluation inégales. Et donc, l'utilité, on ne sait pas si vraiment ils les utilisent. Et ça, c'était ma première question. Comment on fait? Comment on essaye d'uniformiser? Comment on essaye de simplifier? La deuxième question, il y a un critère qui me semble très intéressant, c'est le QALY. Et pourquoi il est si peu utilisé? Alors, pour la qualité de vie, avant de répondre pour les QALY, alors c'est vrai, et notamment dans les essais industriels, que les promoteurs industriels considéraient ce critère de qualité de vie comme quelque chose qu'il fallait mettre dans le dossier pour faire plaisir aux autorités, mais ne l'intégraient pas dans la stratégie de contrôle du risque alpha qui est très importante par les autorités, et donc comme un critère qui est évalué assez n'importe comment, c'est-à-dire qu'on vous montre des moyennes de qualité de vie autour du temps entre les deux traitements, ce qui n'a aucun sens parce que moyenner de la qualité de vie entre des patients, c'est comme si on moyennait les diamètres des tumeurs sur du réciste. Par contre, définir a priori dans un protocole en seuil de dégradation de la qualité de vie a priori et l'enregistrer et l'intégrer en disant on a 3 critères de jugement comme j'ai essayé de le montrer, survie globale, survie sans progression et qualité de vie, pour les autorités de santé ça aura beaucoup plus de sens. Ça évitera à la commission de transparence de dire les données de qualité de vie on ne peut rien en faire dans le dossier. Et bon, je ne suis pas tout à fait d'accord toujours avec la commission de transparence, mais néanmoins là ils ont raison. Par exemple, on a vu des progrès, je pense les conjugués, par exemple dans le cancer du sein, maintenant c'est un critère de qualité de vie ou dans d'autres essais en hématologie qui arrivent aux autorités dans lesquels ce critère est bien évalué, c'est les taux de détérioration de qualité de vie dans le temps avec un seuil fixé a priori, de dire qu'est-ce qu'on attend, et intégré dans la démarche de contrôle de risque alpha. Alors le QALY, c'est plus une démarche de médico-économiste, effectivement, d'années de qualité de vie, voilà. Mais ça, c'est pas en critère. Contrairement à une échelle de qualité de vie, RTC, etc., pris de manière unique, qui, pour les autorités de santé, est majeure. C'est plus sur l'appréciation du coût-bénéfice une fois qu'un traitement a été approuvé par les autorités et pour savoir comment on l'introduit dans la politique de remboursement dans un pays donné, par exemple. Can I maybe say something in English? Sorry. So thank you very much. It was a fantastic talk. And statistics in French are a bit difficult for me, so I have to hope I understood everything. But I guess sometimes the problem is also that we don't define all the endpoints the same for then doing, what you said, the meta-analysis. And I think it would be really nice if our academic groups could at least, so I look also to Bertrand, that we could maybe define like minimal parameters that we define in the same way, because otherwise it's so difficult
to do like really correct meta-analysis, and we tried that once. I don't know, you were there, I think, as well, for prostate cancer, and it was not possible that the Americans and us and everyone would say this is progression-free survival. This is so. I think it would be good if we could try to harmonize that, at least in Europe and in the academic groups. Yes, thank you for your question. Statistics are not easy for me, even in French. So, but of course, we need this kind of academic initiative to have the same point of view between the US scientific community and the European scientific community. I think we need more, for example, ESMO initiative to move. In these points, and maybe I don't know if maybe prostate cancer, in renal cancer, or if we have a consensus, I don't know, but maybe it will be possible in the future to have a consensus between the ASCO and ESMO to have the same use of these criteria in clinical trials, in academic clinical trials. Of course, it's very important, yes. There's actually an effort, at least at the international level, from the prostate cancer working group for 20 years. And of course, we may criticize what eventually they recommended as parameters to assess progression or survival, as you said, is easy. But this is an ongoing process till now, especially with the PSMA PET availability. There is really a strong effort to not only harmonize, but really try to achieve assessing endpoints that make sense biologically, clinically, and radiographically, or from an imaging standpoint. So I think we're really making efforts regarding this aspect. But maybe I have a question for you, David, and let's switch to French. Tu as parlé à un moment de l'évaluation de la survie, de l'évaluation de la survie en tenant compte des crossovers. Et s'il y a bien un point important en recherche clinique, quel que soit le critère que l'on juge, c'est qu'on a besoin d'événements, et de beaucoup d'événements pour éviter de dire des bêtises, en général. Quand on a des études avec un taux de crossover de 80, 85, 90%, qu'est-ce que tu penses des techniques que tu as citées qui permettent de tenir compte de ce crossover pour estimer ce qu'aurait été la survie globale sans le crossover? Est-ce que tu penses que c'est valide, que c'est solide et robuste, ou qu'il faut qu'on soit méfiant? Alors, il y a deux points. D'abord, on peut avoir, pour des innovations thérapeutiques de rupture, je pense à l'immunothérapie dans certains essais, même avec 50-60% de crossover, on a quand même des bénéfices en survie globale. Donc, si vraiment, je sais pas, le pembrolizumab est arrivé, quand ça marche, et même avec des taux de crossover assez énormes, on arrive à avoir un bénéfice statistiquement significatif en survie globale. Alors, bien sûr, quand on a des innovations incrémentales, c'est plus compliqué. Alors, c'est pour ça que la communauté méthodologique dont je fais modestement partie essaye de pousser dans les différentes réunions nationales, européennes, internationales, l'utilisation de méthodes qui sont un peu complexes, des méthodes contrefactuelles qu'on utilise d'ailleurs dans les analyses de données observationnelles en vie réelle, pour que les autorités s'en saisissent. Au moins comme analyse de sensibilité systématique à partir d'un niveau de crossover important, peut-être même au-delà de 20%, de dire on va regarder selon plusieurs méthodes, c'est important qu'il y en ait plusieurs parce que conceptuellement elles sont différentes, et si ces méthodes qui produisent des hazard ratios corrigés, qu'est-ce que ça aurait donné à l'absence de crossover, ont un niveau de concordance important et vont dans le même sens finalement dans bénéfices thérapeutiques, on souhaiterait que les autorités de santé, qui les regardent notamment la FDA avec intérêt, mais pas de manière décisionnelle, le poussent un peu plus au niveau décisionnel. Et ces travaux sont assez récents, enfin quand je dis assez récents, ça a commencé dans les fins des années 90, 2000, 2010, 2020.
Mais c'est une question de prise de conscience et donc de lobbying. Et donc, il faut que les cliniciens nous aident. Dans les essais industriels, vous le trouvez de plus en plus fréquemment. Je pense qu'on devrait le faire systématiquement dans des essais académiques, le mettre dans le protocole d'emblée, de dire à titre exploratoire, on fera telle analyse de sensibilité. C'est très important que ça soit a priori, pour ne pas vous dire, vous avez entendu d'avoir vos résultats pour mettre en plan d'analyse un peu bidouillé. Et petit à petit, j'espère que ça rend un niveau de crédibilité plus important pour les régulateurs. Oui, j'y crois dans les données de vie réelle parce qu'on les utilise, ces méthodes contrafactuelles, SIPTW, etc. Et comme on en a plusieurs qui conceptuellement sont différentes, quand elles montrent le même résultat, c'est que ça peut avoir du sens. C'est toujours mieux de les faire que de faire une analyse d'intention de traité qui n'a pas de sens ou de censurer au moment où on a le crossover, ce qui n'a aucun sens. Donc là, voilà, si ça vous intéresse, j'ai mis des références dans les diapositives, vous pouvez aller voir. Bon, alors ça nécessite une petite migraine pour comprendre au départ comment ça fonctionne, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Peut-être une dernière question. Une question rapide, c'est, bon, moi je suis urologue, on traite de plus en plus les cancers très très précoces, et en fait, ils ne meurent pas de la maladie qu'on traite. Donc si Karim donnait l'exemple des études GETUC dans l'association de l'hormonothérapie, on a des survies liées au cancer de l'ordre de 3 ou 4%, et donc on sait d'emblée que la survie globale, en fait, à la limite, elle serait influencée plus par la toxicité que par le traitement au niveau de... Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour quand même intégrer la survie dans l'analyse? Il faut peut-être utiliser des endpoints de survie spécifiques, c'est-à-dire voilà, pour prendre en compte non seulement l'évolution liée au cancer, mais peut-être de manière spécifique ce qui est lié à la toxicité. L'avantage de la survie globale, c'est que ça prend en compte le décès, quelle que soit la cause, y compris les toxicités, y compris si, je ne sais pas, en exemple un peu trivial, mais si en effet secondaire avec des troubles neurocognitifs, et si le patient se fait écraser sur le passage clouté parce qu'il n'a pas vu la voiture en sortant du CHU ou du LCC, ça pris en compte. Voilà. Donc tout est pris en compte, c'est une manière sans problème de mesure, donc c'est pour ça qu'on l'utilise de manière... Mais vous avez raison, on peut utiliser, comme dans le carcinome hépatocellulaire, où on voit que l'évolution par la cirrhose est voilà, et le déficit hépatique est au moins autant important parfois que l'évolution de la tumeur même. On peut utiliser des critères en analyse de sensibilité de survie un peu différente, survie spécifique. Merci beaucoup aux trois intervenants. Je pense qu'on peut faire une petite pause.